Ivre, le millionnaire fait sa demande en mariage pour plaisanter. Elle sourit et dit oui devant tout le monde. Il rit jusqu'à ce qu'il réalise que c'était tout ce qu'il avait toujours voulu. Et à cet instant, le jeu bascule pour toujours. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. L'avenue des Champs-Élysées brillait de tout son splendeur en cette soirée de samedi. Au dernier étage de l'immeuble le plus imposant du quartier, la tour Montparnasse. Des lumières stroboscopiques découpèrent le ciel de Paris, tandis que la fête d'inauguration du nouveau projet d'Antoine Delacroix battait son plein. À 38 ans, Antoine s'était imposé comme l'un des entrepreneurs les plus prospères du pays, ayant bâti un empire immobilier qui s'étendait de Paris à Nice. Le duplex avait été transformé en un environnement digne des célébrations les plus exclusives de Cannes. Des serveurs impeccablement vêtus circulaient parmi les invités avec des plateaux d'argent remplis de canapés élaborés par un chef étoilé et des coupes de champagne français qui coûtaient l'équivalent d'un SMIC chacune. L'élite de la société parisienne était présente, politiciens, acteurs de cinéma, influenceurs numériques et entrepreneurs, qui ensemble contrôlaient une bonne partie du PIB national. Antoine ajusta sa cravate de soie italienne et sourit mécaniquement en saluant un autre groupe d'investisseurs. Son costume Armani sur mesure ne parvenait pas à cacher la fatigue dans ses yeux. Le bourdonnement des conversations et le tintement des verres se mêlaient à la musique électronique choisie par un DJ de renommée internationale, créant une cacophonie qui, pour Antoine, sonnait de plus en plus comme un bruit blanc. « Alors, Delacroix, quand nous emmèneras-tu voir ton nouveau yacht à Saint-Tropez » demanda l'un des entrepreneurs avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bientôt, bientôt. Nous terminons quelques détails. » répondit-il automatiquement, tandis que ses yeux erraient dans la salle. La vérité était que, même entouré par des centaines de personnes, Antoine ne s'était jamais senti aussi seul. Le penthouse qu'il venait d'acquérir, tout comme le yacht, le jet privé et la collection de voitures de sport, n'était qu'un élément de plus sur sa liste interminable de possessions qui ne comblèrent pas le vide qui grandissait en lui. Il remplit à nouveau sa coupe et la vida d'un seul trait. L'alcool commençait déjà à atténuer cette sensation de déconnexion. C'est alors que ses yeux se posèrent sur elle. Contrairement aux femmes de la fête, qui semblaient rivaliser pour savoir qui exhibait le plus de bijoux ou portait la robe la plus exclusive, elle se distinguait par sa simplicité et son sourire authentique. Vêtue de l'uniforme noir de l'entreprise de buffet, la serveuse servait les invités avec une dignité et une légèreté qui contrastaient avec l'arrogance environnante. Elle ne semblait pas impressionnée par toute cette ostentation, ni intimidée par la présence des puissants. Elle faisait simplement son travail avec une grâce naturelle qui la rendait, ironiquement, la personne la plus authentique de l'environnement. « Plus de champagne, monsieur ?» demanda-t-elle, s'approchant avec un plateau. Antoine se sentit soudainement conscient de lui-même, comme si ses yeux noisettes pouvaient voir au-delà de la façade de l'entrepreneur à succès. « Merci !» Il hésita, cherchant un badge qui n'était pas là. « Élise » compléta-t-elle avec un sourire. « Élise Martin. »« Élise » répéta-t-il, comme si le nom avait une saveur particulière. Un nom classique pour quelqu'un qui semble déplacé dans ce cirque de vanité. Elle rit, un son cristallin qui se détacha au milieu du bruit artificiel de la fête. Déplacé. Je dirais la même chose de l'hôte. Vous semblez être partout, sauf ici. L'observation le prit par surprise. Depuis combien de temps quelqu'un ne l'avait-il pas vraiment vu? Pas Antoine Delacroix des magazines d'affaires, mais l'homme qui, malgré tout ce qu'il avait accompli, se sentait toujours comme un imposteur dans sa propre vie. « Touché », répondit-il, levant son verre dans un toast silencieux. « Et s'il vous plaît, pas de monsieur. Appelez-moi Antoine. »« Comme vous voulez, Antoine, » répondit Élise, avant de s'éloigner pour servir d'autres invités. Durant les heures suivantes, Antoine se surprit à graviter inconsciemment vers l'endroit où Élise se trouvait. Il l'observait de loin, la façon dont elle interagissait avec tous avec la même dignité, indépendamment de qui ils étaient. Il n'y avait pas cette révérence exagérée qu'il recevait habituellement, ni la fausseté qui imprégnait chaque interaction dans son monde. À chaque coupe de champagne, Antoine sentait les inhibitions se dissoudre,
La musique semblait plus forte, les lumières plus intenses, et la présence d'Élise plus magnétique. Lorsqu'il réussit enfin à s'approcher d'elle à nouveau, son état trahissait déjà l'excès d'alcool. « Saviez-vous que vous êtes la seule personne réelle à cette fête ?» dit-il, se penchant légèrement en avant. Élise sourit, mais ses yeux montraient un mélange d'amusement et d'inquiétude. « Je veux dire, tu devrais peut-être ralentir sur la boisson. » « Pourquoi ?» Pour continuer à prétendre que tout cela a un sens. Il fit un geste ample, englobant toute la fête. « Regarde autour de toi, Élise. Toutes ces personnes, avec leur sourire plastique et leur vie parfaitement organisée pour Instagram. Personne ici n'est vraiment heureux. » Élise posa le plateau sur une table proche et le regarda droit dans les yeux. « Et toi? Es-tu heureux, Antoine Delacroix ?» La question le frappa comme un coup dans l'estomac. Quand était la dernière fois que quelqu'un lui avait posé une question aussi simple et aussi profonde? Pas sur ses affaires, ses acquisitions ou ses plans d'expansion, mais sur lui, sur son bonheur. « Jasasoua » commença-t-il, mais il fut interrompu par un groupe de socialites qui s'approcha, exigeant son attention. Élise en profita pour s'éloigner, mais Antoine la suivit des yeux. Une détermination soudaine s'empara de lui. Il ne laisserait pas cette soirée se terminer ainsi. Il y avait quelque chose chez cette femme, une authenticité qu'il n'avait pas trouvée depuis des années dans son cercle social. L'horloge marquait presque 3 heures du matin lorsque la fête commença à perdre de sa force. Les invités se disaient au revoir en petits groupes, tandis que l'équipe du buffet commençait discrètement le nettoyage. Antoine chercha Élise parmi les employés et la trouva en train d'organiser des verres dans une zone plus réservée. « Élise » l'appela-t-il, la voix légèrement pâteuse à cause de l'alcool. « J'ai besoin de te faire une proposition. » Elle se retourna, haussant un sourcil dans un mélange de curiosité et de prudence. « Une proposition ? Épouse-moi, » dit-il, avec un sourire tordu. Élise cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Pardon ? Épouse-moi, » répéta Antoine, riant de sa propre audace. « Pas maintenant, bien sûr, mais à un moment donné, quand tu te rendras compte que je suis plus que ce crétin ivre que tu vois. » Contre toute attente, Élise rit. Pas un rire gêné ou condescendant, mais authentiquement amusé. « Tu proposes toujours le mariage à des serveuses que tu viens de rencontrer, seulement à celles qui me font remettre en question tout le sens de mon existence en une seule nuit. » Quelque chose dans sa réponse sembla toucher Élise. Son sourire s'adoucit, et pendant un moment, Antoine vit une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. « Ta patronne ne sera pas fâchée si je t'enlève pour quelques heures ?» demanda-t-il, se penchant plus près. « Ça dépend. Où prévois-tu de m'emmener ?»« N'importe où qui ne soit pas ce monde de plastique », répondit Antoine, tendant la main à Élise. Elle hésita un instant, regardant ses collègues de travail qui organisaient encore l'espace. L'un d'eux, un jeune homme d'une vingtaine d'années, fit un geste discret indiquant qu'il s'occuperait de ses tâches. Avec un sourire reconnaissant, Élise retira le tablier de son uniforme et le plia soigneusement sur une chaise proche. « Je n'ai qu'1 heure avant le départ du transport de l'équipe, » dit-elle, acceptant finalement la main d'Antoine. « 1 heure est suffisante pour changer une vie, » répondit-il, avec une conviction qui les surprit tous les deux. Ils descendirent par l'ascenseur privé jusqu'au garage où une flotte de voitures de luxe attendait. Antoine ignora le chauffeur qui s'approcha et marcha directement vers une Ferrari rouge garée dans un espace réservé. « Tu ne devrais pas conduire après avoir tant bu, » observa Élise, croisant les bras. Antoine sourit, secouant les clés. « Tu as raison, tu conduis alors. » Élise écarquilla les yeux. « Tu me confies une Ferrari à presque 2 millions d'euros ? Ce n'est qu'une voiture, » répondit-il, haussant les épaules tout en lui tendant les clés. « Tu préfères qu'on appelle un Uber ?» Élise regarda les clés, puis Antoine, et finalement afficha un sourire qui illumina son visage. « J'ai toujours voulu savoir ce que ça fait de conduire une de ces beautés. » À la surprise d'Antoine, Élise manipula le véhicule avec adresse, naviguant dans les rues vides de Paris, avec une assurance qui ne correspondait pas à quelqu'un qui n'avait supposément jamais conduit une voiture de sport auparavant. Le vent nocturne agitait ses cheveux, tandis qu'elle accélérait sur le boulevard Haussmann, avec une expression de pure liberté qu'Antoine ne pouvait s'empêcher d'admirer. « Où as-tu appris à conduire comme ça ?» demanda-t-il, véritablement impressionné. « Mon père était mécanicien, » répondit-elle, sans quitter la route des yeux. « J'ai grandi parmi les moteurs et les pièces. »« Où veux-tu aller ?» Antoine réfléchit un moment.
Les endroits qu'il fréquentait, restaurants étoilés, clubs exclusifs, hôtels 5 étoiles, lui semblaient soudain inappropriés. « Tu connais le belvédère de Montmartre » suggéra-t-il, se souvenant d'un lieu qu'il avait visité il y a des années, avant la célébrité et la fortune. Élise acquiesça, prenant un virage en douceur en direction de la colline. « C'est un peu loin pour ton heure, mais je connais un endroit plus proche, avec une vue aussi belle. » 15 minutes plus tard, ils se garaient en haut de la butte Montmartre. La ville de Paris s'étendait sous eux comme un tapis de lumière scintillante contre le ciel sombre. Élise éteignit le moteur et s'adossa au siège, observant le panorama. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Parfois, j'oublie à quel point Paris peut être impressionnante vue de loin. »« De près aussi, » répondit Antoine, mais ses yeux n'étaient pas sur le paysage. Il étudiait le profil d'Élise, la façon dont la lumière de la lune soulignait ses traits délicats. « Alors, Antoine Delacroix, dit-elle, se tournant pour le regarder, que fait un homme qui a tout quand il se lasse de tout ce qu'il possède ?» La question le prit au dépourvu. C'était exactement ce qu'il se demandait ces derniers mois, alors qu'il accumulait plus de propriétés, plus d'entreprises, plus de zéros sur son compte bancaire, sans que rien de tout cela ne comble le vide grandissant dans sa poitrine. « Il cherche quelque chose qu'il ne peut pas acheter, » répondit-il finalement. Élise sourit, un sourire énigmatique qui ne révélait pas ses pensées. Et qu'est-ce que ce serait? L'authenticité, peut-être? Une connexion réelle? Antoine passa la main dans ses cheveux, frustré par son incapacité à articuler ce qu'il ressentait. « Écoute, je sais que ça doit te sembler ridicule, le playboy riche qui se plaint de sa vie parfaite. »« Ce n'est pas ridicule, » répondit Élise, avec une douceur surprenante. La solitude ne choisit pas le compte bancaire. Quelque chose dans sa façon de dire cela, avec une compréhension qui allait au-delà de la sympathie superficielle, fit qu'Antoine se sentit vraiment vu pour la première fois depuis des années. « Tu sais ce qui est drôle ?» continua-t-il. « J'ai 3000 contacts dans mon téléphone et je ne peux pas penser à 5 personnes qui répondraient si j'appelais au milieu de la nuit ayant besoin d'aide. Et te voilà, au milieu de la nuit, avec une inconnue. Tu ne sembles pas être une inconnue, confessa-t-il. C'est comme si... » Il hésita, conscient de combien l'alcool influençait encore ses pensées. « C'est comme si je te connaissais déjà de quelque part. » Élise rit, mais il y avait une tension subtile dans ses yeux. Peut-être d'une autre vie. Un silence confortable s'établit entre eux. Au loin, les premières lueurs de l'aube commençaient à teindre l'horizon de ton rosé. « Je devrais te ramener, » dit Antoine à contre-cœur. « Tu as dit que tu n'avais qu'une heure. »« L'heure est déjà passée, » répondit Élise, consultant sa montre. « Mais ça ne me dérange pas. Certaines nuits valent la peine de manquer le bus. » Antoine ressentit une vague de joie qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Tu veux voir le lever du soleil d'un endroit encore meilleur ?» Sans attendre de réponse, il prit son téléphone et fit un appel rapide. Quelques minutes plus tard, le bruit d'hélice brisa le silence de l'aube et un hélicoptère s'approcha, atterrissant dans une zone ouverte à proximité. « Tu n'es pas réel, » dit Élise, secouant la tête, incrédule. « Viens le découvrir, » la défia-t-il, lui tendant la main. Le vol au-dessus de Paris, pendant que le soleil se levait, était à couper le souffle. La ville s'éveillait lentement, baignée par la lumière dorée du matin. Dans l'hélicoptère, assis côte à côte, Antoine et Élise semblaient suspendus non seulement dans les airs, mais aussi dans le temps, un moment volé à la réalité. « Où allons-nous » demanda-t-elle, quand elle réalisa qu'il s'éloignait de la ville. « Fais-moi confiance » répondit Antoine, avec un sourire qu'il n'avait pas donné depuis des années. 30 minutes plus tard, l'hélicoptère se posait sur l'héliport privé du Grand Hôtel, l'un des hôtels les plus luxueux de Deauville. La plage privée s'étendait devant eux, encore déserte à cette heure matinale. « Petit déjeuner sur la plage ou dans la chambre ?» demanda Antoine, tandis qu'ils traversèrent le hall impeccablement décoré. Élise s'arrêta, le regardant avec une expression soudainement sérieuse. « Antoine, ce n'est pas ce que tu penses. » Il rougit, réalisant comment sa suggestion avait sonné. « Non, non, je pensais juste... Tu as travaillé toute la nuit, tu dois avoir faim, et cet endroit a le meilleur petit déjeuner de la côte, et... » Il s'arrêta, respirant profondément. « Désolé, j'agis comme un idiot. » Le visage d'Élise s'adoucit. « Un idiot adorable, » concéda-t-elle. « Et oui, je meurs de faim. » Le petit déjeuner sur la plage semble parfait. Une table fut préparée pour eux sur le sable, protégée par un parasol élégant. Tandis qu'ils savouraient des fruits frais,
des pains artisanaux et du café fraîchement préparé, Antoine observait Élise avec une fascination croissante. Il y avait une qualité éthérée chez elle sous la lumière du matin, comme si elle appartenait à un monde différent du sien, plus simple, plus authentique. « Pourquoi as-tu accepté de venir avec moi ?» demanda-t-il finalement. « Ça pourrait être dangereux, tu sais, sortir avec un étranger ivre au milieu de la nuit. » Élise haussa les épaules, mordant dans une fraise. « Intuition, peut-être. Ou peut-être que j'étais aussi fatigué de ma routine que toi de la tienne. Et quelle est ta routine ? Travailler dans des événements pour payer les factures, étudier, rêver de quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu étudies ? Histoire de l'art, répondit-elle, avec une lueur dans les yeux qui n'était pas là auparavant. 3e année à la Sorbonne. Histoire de l'art, répéta Antoine pensif. Ça te va bien. Pourquoi dis-tu cela ? Tu as un regard observateur, comme si tu analysais toujours les choses sous des angles que personne d'autre ne perçoit. Élise sourit, sincèrement surprise par l'observation. La plupart des gens pensent que c'est un cursus inutile. Ça ne rapporte pas d'argent, disent-ils. La plupart des gens ne savent pas ce qui compte vraiment, répondit Antoine, avec une conviction qui les surprit tous les deux. Après le petit déjeuner, ils marchèrent pieds nus sur la plage. La familiarité qui grandissait entre eux semblait défier le peu de temps qu'ils se connaissaient. Ils parlèrent de livres, de films, d'endroits qu'ils aimeraient visiter. Antoine ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait eu une conversation aussi désintéressée, sans agenda caché ni intérêt voilé. Quand ils revinrent à l'hôtel, une atmosphère différente planait entre eux. La chimie qui s'était développée au cours de ces heures s'intensifia lorsqu'ils entrèrent dans l'ascenseur. Seul dans cet espace confiné, Antoine sentit une attraction magnétique vers Élise. « À propos de cette chambre, commença-t-il, hésitant. Élise le regarda avec un mélange de vulnérabilité et de détermination. « Je pense que nous pouvons continuer notre conversation là-bas, » répondit-elle à voix basse. « Mais Antoine ? Oui ? Il y a des choses sur moi que tu dois savoir. » La suite présidentielle du Grand Hôtel occupait tout le dernier étage. À travers les parois de verre, l'océan s'étendait jusqu'à l'horizon, se fondant avec le ciel en une ligne diffuse. Élise marcha jusqu'au balcon, absorbant la vue avec une expression d'enchantement authentique qui fit sourire Antoine. « C'est comme être à la limite du monde, » murmura-t-elle, s'appuyant sur le garde-corps. Antoine s'approcha maintenant une distance respectueuse. La brise marine agitait ses cheveux, et pendant un moment, il ressentit une impulsion presque irrésistible. « Voudrais-tu boire ? »« De l'eau, du jus, du champagne ?» proposa-t-il, se sentant encore légèrement maladroit dans cette nouvelle dynamique entre eux. « De l'eau, c'est parfait », répondit Élise, se tournant pour lui faire face. Il y avait une intensité dans son regard qui n'était pas là avant, un mélange de détermination et de vulnérabilité. Antoine servit 2 eaux gazeuses dans des verres en cristal et en tendit une à elle, leurs doigts se touchant brièvement dans le processus. Le contact, bien que minime, envoya un courant électrique à travers son corps. « Alors, » dit-il, essayant de paraître décontracté, « qu'est-ce que je dois savoir sur toi ?» Élise respira profondément, comme quelqu'un qui se prépare à plonger dans des eaux profondes. « D'abord, je veux que tu comprennes que je ne suis pas ce que je semble être, » commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin. « Travailler comme serveuse, c'est un choix récent, une façon de recommencer. » Antoine acquiesça, l'encourageant à continuer. « Jusqu'à il y a 3 ans, j'avais une vie très différente, » continua Élise. « Mon nom d'artiste était Lise Martin. J'étais... »« Attends !» interrompit Antoine, les yeux écarquillés. « Lise Martin, la peintre, celle qui a eu cette exposition au Centre Pompidou ?» Élise acquiesça, un mélange de surprise et de mélancolie sur son visage. « Tu connais mon travail ?»« Connaître et peu dire, » répondit Antoine, sincèrement impressionné. « J'ai 2 de tes œuvres dans ma collection, Fragments urbains et Aube sur Paris. Elles sont extraordinaires. » Une rougeur douce teinta les joues d'Élise. « Merci. C'est étrange d'entendre quelqu'un parler de mes peintures après si longtemps. Que s'est-il passé? Tu as simplement disparu. Il y a eu des spéculations, des rumeurs. » Élise marcha jusqu'au canapé et s'assit, tenant le verre avec ses 2 mains, comme si elle cherchait un soutien. « J'ai eu un effondrement, » confessa-t-elle avec une honnêteté crue, professionnelle, émotionnelle, complet. J'étais au sommet de ma carrière. Les galeries me disputaient, les critiques m'adoraient, mais à l'intérieur, je me désintégrais. Antoine s'assit à côté d'elle,
maintenant une distance respectueuse, mais suffisamment proche pour montrer qu'il était présent. Pourquoi? La pression? Les attentes? La peur constante de ne pas pouvoir surpasser mon dernier travail? Élise haussa les épaules. Peut-être tout cela, mais le catalyseur final fut une relation toxique avec mon galeriste, Auguste Moreau. Le nom était familier pour Antoine. Auguste Moreau était une figure puissante dans le monde des arts, connu autant pour son œil pour les talents que pour sa personnalité manipulatrice. Il contrôlait tout, continua Élise, sa voix maintenant plus ferme. Mon art, mon agenda, ma vie. Au début, je pensais que c'était du dévouement, de la passion pour mon travail. Puis j'ai réalisé que c'était de l'obsession, de la possessivité. Quand j'ai essayé de m'éloigner, il a menacé de détruire ma carrière. Et il a presque réussi. Comment ça? Il a répandu des rumeurs, manipulé des critiques, éloigné des collectionneurs. Il a dit que j'étais instable, que mes nouvelles œuvres étaient incohérentes. Élise respira profondément. Et puis, quand tout semblait s'effondrer, j'ai eu la chance de participer à une résidence artistique anonyme à Giverny. J'ai décidé qu'il était temps de disparaître, de me redécouvrir loin des projecteurs. Antoine écoutait attentivement avec une admiration croissante. Le courage nécessaire pour abandonner une carrière prometteuse à la recherche d'authenticité résonnait profondément avec ses propres questionnements récents. « Et comment as-tu fini par servir du champagne à ma fête ?» demanda-t-il avec un sourire doux. « Quand je suis revenu à Paris pour terminer mes études, j'avais besoin d'un travail qui me permette de rester anonyme, mais qui me mette aussi en contact avec le monde de l'art, même de façon périphérique. » Elle esquissa un petit sourire. « Les événements de ton entreprise se déroulent souvent dans des galeries et des musées. C'est une façon de rester connecté, d'observer sans être observé. » La vulnérabilité de cette confession créa un nouveau niveau d'intimité entre eux. Antoine ressentit une impulsion de protection qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. « Ton histoire est incroyable, Élise. » « Ou devrais-je dire, Lise ?»« Élise, c'est bien, » répondit-elle, avec un sourire timide. « Lise appartient au passé, du moins pour l'instant. » Un silence confortable s'établit entre eux. Dehors, le soleil était déjà haut, illuminant l'océan de milliers de reflets scintillants. « Il y a encore une chose que tu dois savoir, » dit finalement Élise. « Quelque chose d'important sur moi, sur mes valeurs. » Il y avait une nouvelle tension dans sa voix qui intrigua Antoine. « Quoi ?» Élise se leva et marcha de nouveau jusqu'à la fenêtre, comme si elle cherchait du courage dans l'immensité de l'océan. « Je n'ai jamais été avec personne, » dit-elle, si bas qu'Antoine l'entendit à peine. Intimement, je veux dire. Antoine eut besoin d'un moment pour comprendre ce qu'elle venait d'avouer. « Tu veux dire que... »« Je suis vierge, oui, » confirma-t-elle, se tournant pour le regarder avec un mélange de vulnérabilité et de détermination. Pas pour des raisons religieuses ou une sorte de vœu, simplement parce que je n'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui je voulais partager ce moment. Quelqu'un qui me voyait au-delà de l'artiste, au-delà de l'image publique. Antoine se leva et s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Élise, je ne sais pas quoi dire. Je suis honoré par ta confiance, mais je dois te faire savoir que je n'attends rien de toi. Ce n'est pas pour ça que je t'ai amené ici. »« Je sais, » répondit-elle avec un petit sourire. « Si je pensais le contraire, je ne serais pas là. Mais je voulais être honnête sur qui je suis, sur ce que cela signifie pour moi. Ce n'est pas seulement un acte physique qui est en jeu, comprends-tu? C'est un choix que je veux faire consciemment, avec quelqu'un qui signifie quelque chose de réel. » La sincérité de ses paroles toucha Antoine profondément. Dans son monde d'apparence et de transactions, l'authenticité d'Élise était comme un rayon de lumière, pénétrant une pièce sombre. « Je comprends parfaitement, » répondit-il, portant sa main à ses lèvres dans un geste délicat. « Et je respecte complètement. » Élise sourit visiblement soulagée. « Merci de ne pas trouver ça ridicule. Beaucoup de gens penseraient que c'est démodé ou naïf. Ce n'est rien de tout cela, » assura Antoine. « C'est un choix personnel et profondément significatif. Cela en dit beaucoup sur qui tu es, sur tes valeurs. » Élise s'approcha davantage, éliminant presque complètement la distance entre eux. « Et qui es-tu, Antoine Delacroix? Au-delà de l'entrepreneur à succès, au-delà de l'image publique. Quelles sont tes peurs, tes rêves ?» La question le prit au dépourvu. Depuis combien de temps quelqu'un ne s'était-il pas intéressé à l'homme au-delà de l'empire? « Ma plus grande peur, » répéta-t-il pensif, « peut-être découvrir que j'ai construit tout cela pour rien, qu'à la fin toutes ces réussites,
tous ces biens, ne signifient absolument rien. Et ton plus grand rêve? Antoine hésita. C'était une question apparemment simple, mais qui le faisait confronter le vide qu'il ressentait. Honnêtement, je ne sais plus. Pendant longtemps, c'était d'étendre les affaires, de conquérir plus, d'avoir plus. Mais maintenant, il secoua la tête, frustré par son incapacité à articuler ce qu'il ressentait. Maintenant, je sais seulement que quelque chose manque. Élise acquiesça compréhensive. Parfois, nous devons perdre la direction pour trouver un nouveau chemin. Il y avait une sagesse dans ses paroles qui semblait dépasser son âge. Antoine sentit une connexion qui allait au-delà de l'attirance physique, au-delà de la chimie évidente entre eux. C'était comme si Élise pouvait voir des parties de lui qu'il ne connaissait pas complètement lui-même. « Puis-je te demander quelque chose de personnel ?» questionna-t-il, la guidant de retour vers le canapé. « Bien sûr. Tu regrettes d'avoir abandonné ta carrière quand tu étais au sommet ?» Élise réfléchit un moment avant de répondre. « Je ne regrette pas la décision en soi, mais parfois la sensation de créer quelque chose qui touche les gens me manque. La connexion que mon art établissait. » Elle sourit, mélancolique. « Mais j'avais besoin de redécouvrir pourquoi je peignais. Comprends-tu? Si c'était pour moi ou pour les applaudissements, pour la validation externe. Et tu as découvert? » « Je découvre, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. C'est un voyage continu. Antoine sentit une admiration croissante pour cette femme qui avait sacrifié la célébrité et la fortune à la recherche d'authenticité, exactement ce qu'il sentait manquer dans sa propre vie. « Que ferais-tu » demanda-t-il après un moment, « si tu pouvais recommencer? Si tu avais une totale liberté créative, sans pressions externes ?» Les yeux d'Élise brillèrent avec une nouvelle intensité. « J'ouvrirais un espace pour les jeunes artistes, » répondit-elle sans hésitation. « Un lieu où ils pourraient créer librement, expérimenter, échouer, recommencer. Pas une galerie traditionnelle, mais un laboratoire créatif, un refuge pour ceux qui ont besoin de trouver leur voie artistique loin des pressions du marché. » La passion avec laquelle Élise décrivait son rêve était contagieuse. Antoine pouvait parfaitement visualiser l'espace qu'elle imaginait et quelque chose en lui s'agita, une sensation oubliée de but, de possibilité. « Et qu'est-ce qui t'en empêche ?» demanda-t-il. Élise rit, un son cristallin qui remplit la pièce. La réalité, l'argent, les contacts, un espace physique, des rêves comme celui-ci nécessitent des ressources que je n'ai pas pour le moment. Antoine l'observa en silence pendant quelques secondes, une idée se formant dans son esprit. Peut-être y avait-il un but à toute sa richesse au-delà de la simple accumulation. Peut-être qu'Élise était entrée dans sa vie exactement au moment où ils avaient besoin l'un de l'autre, elle de ressources pour réaliser son rêve, lui d'un but significatif pour sa fortune. Mais avant qu'il puisse élaborer cette pensée, le téléphone d'Élise sonna. Elle le vérifia avec une expression de surprise. « C'est du buffet », expliqua-t-elle répondant à l'appel. Pendant qu'Élise parlait au téléphone, Antoine observait son profil contre la lumière de l'océan. Il y avait quelque chose de presque surréaliste dans toute cette situation. L'entrepreneur millionnaire et l'artiste en pause, unis par une séquence improbable d'événements en une nuit qui semblait destinée à changer le cours de leur vie. « Je dois partir », annonça Élise, raccrochant. « Apparemment, ma disparition a causé une certaine agitation. Ils ont besoin de moi pour la clôture de l'événement de cet après-midi. » Antoine acquiesça, essayant de cacher sa déception. « Je peux faire en sorte que l'hélicoptère te ramène. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit-elle avec un sourire. « Nous avons déjà assez abusé de tes privilèges pour une nuit. Laisse-moi au moins te fournir une voiture. » Élise hésita avant d'accepter. « D'accord, merci. » Pendant qu'ils attendaient que la voiture soit préparée, un silence chargé de possibilités non dites planait entre eux. Il y avait tellement plus à partager, à explorer, à découvrir. « Élise, » commença Antoine, tenant doucement sa main. « Je veux te revoir. Pas comme une rencontre fortuite, mais pour continuer cette conversation, pour explorer quoi que ce soit qui se passe entre nous. » Élise l'étudia pendant un long moment, comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose dans ses yeux. « Tu as un jeu de cartes ?» demanda-t-elle finalement. « Un jeu de cartes. De cartes à jouer. » Intrigué, Antoine demanda un jeu de cartes à la réception, qui fut promptement livré. Élise l'ouvrit et mélangea les cartes avec une habileté surprenante. « Un jeu !» proposa-t-elle, avec une lueur espiègle dans les yeux, « pour décider si nous nous reverrons. »« Un jeu ?» répéta Antoine, observant fasciné l'adresse avec laquelle Élise manipulait les cartes. « Quel genre de jeu déterminerait quelque chose d'aussi important ?» Élise sourit.
ce sourire énigmatique qu'il commençait déjà à reconnaître, le même qu'elle utilisait quand elle était sur le point de le surprendre. « Ce n'est pas un jeu ordinaire », expliqua-t-elle, distribuant 7 cartes à chacun. « C'est quelque chose que j'ai créé pendant mon séjour à Giverny. Je l'appelle Vérités et désirs. » Antoine examina les cartes dans sa main intrigué. « Et comment joue-t-on ? Chacun de nous va jouer une carte à la fois. Les petits chiffres de 2 à 6 signifient que tu dois révéler une vérité sur toi-même, quelque chose que peu de gens savent. Les chiffres élevés de 8 à roi signifient que tu dois partager un désir, quelque chose que tu aspires à réaliser. Les 7 sont des jokers. Celui qui joue un 7 peut poser une question directe à l'autre, qui doit répondre avec une honnêteté absolue. Et les as, les yeux d'Élise brillèrent. Les as sont des promesses. Si tu joues un as, tu dois faire une promesse à l'autre, quelque chose que tu comptes tenir indépendamment de ce qui se passera après ce jour. Il y avait quelque chose d'intensément intime dans ce jeu, une structure simple qui invitait à des révélations profondes. Antoine ressentit un mélange d'appréhension et d'excitation. « Et comment déterminons-nous qui gagne ? » « Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, » répondit Élise, plaçant le reste du jeu entre eux. Le jeu se termine quand nous nous sentons satisfaits de ce que nous avons découvert l'un sur l'autre. Si à la fin nous voulons tous les deux nous revoir, alors le destin aura décidé en notre faveur. Il y avait quelque chose de presque mystique dans la façon dont Élise présentait ce jeu, comme si les cartes n'étaient qu'un véhicule pour quelque chose de beaucoup plus profond qui se déroulait entre eux. « Tu commences », offrit Antoine. Élise acquiesça et joua sa première carte, un 4 de pique. « Une vérité », annonça-t-elle, respirant profondément. « Quand j'avais 17 ans, j'ai vendu ma première toile pour 50 € pour acheter de la nourriture. Ma mère était au chômage et nous avions passé 2 jours sans repas complet. L'homme qui l'a acheté, un touriste allemand, a par la suite revendu l'œuvre pour des milliers d'euros quand je suis devenu connu. Je n'ai jamais raconté cette histoire dans les interviews parce que j'avais honte de notre situation financière. La révélation, simple mais puissante, créa immédiatement une atmosphère d'intimité authentique. Antoine sentit le poids de la confiance qu'Élise plaçait en lui. C'était son tour. Il examina ses cartes et choisit un 9 de cœur. « Un désir », dit-il, regardant l'horizon à travers la fenêtre. « J'aimerais sentir, juste une fois dans ma vie, que j'ai fait quelque chose de vraiment significatif. Quelque chose qui ne peut pas être mesuré en argent ou en pouvoir, mais en impact réel sur la vie de quelqu'un. » Élise l'observa avec une intensité qui fit accélérer son cœur. « C'est un désir noble », commenta-t-elle, avant de jouer sa prochaine carte. Un roi de carreau. « Un autre désir », continua-t-elle. « Je rêve de voyager à travers la campagne française, en visitant des communautés traditionnelles et en documentant leurs expressions artistiques avant qu'elles ne disparaissent. Art rural, art des minorités, art des bergers, des formes d'expression qui reçoivent rarement la reconnaissance qu'elles méritent. » Antoine pouvait voir la passion dans ses yeux, tandis qu'elle parlait. C'était comme si Élise se transformait complètement quand elle discutait d'art, plus vivante, plus vibrante. Il joua sa prochaine carte, un 3 de trèfle. « Une vérité », dit-il, se sentant étrangement vulnérable. « À 16 ans, j'ai été expulsé de l'école pour avoir piraté le système et modifié mes notes. Mon père, furieux, m'a envoyé travailler comme assistant de nettoyage dans l'une de ses entreprises pendant une année entière. C'était la meilleure leçon que j'ai jamais reçue. J'ai appris plus sur la dignité, le travail acharné et le respect pendant cette année que durant toute mon éducation formelle. » Élise sourit, sincèrement surprise. Alors, le grand entrepreneur a commencé par nettoyer des toilettes et servir du café, organiser des archives, porter des cartons. Antoine rit, se souvenant. « Mon père croyait que pour diriger, il fallait connaître chaque aspect de l'entreprise depuis la base. Un homme sage, ton père. Il l'était, » acquiesça Antoine, une lueur de tristesse traversant son visage. « Ça fait 5 ans qu'il n'est plus là. » Élise toucha doucement sa main, un geste de solidarité silencieuse, avant de jouer sa prochaine carte, un 7 de pique. « Un joker, » annonça-t-elle avec une lueur dans les yeux. « J'ai droit à une question directe. Antoine Delacroix, pourquoi un homme qui a tout continue de se sentir vide ?» La question atteignit Antoine comme un coup précis. C'était exactement ce qu'il se demandait ces derniers mois. La raison derrière son inquiétude croissante. « Parce que j'ai peut-être poursuivi les mauvaises choses, » répondit-il après un moment de réflexion. J'ai construit un empire basé sur les attentes de mon père, des actionnaires, du marché. Mais à un moment du parcours,
J'ai oublié de me demander ce que je voulais vraiment. Et maintenant, entouré de réussites qui devraient me satisfaire, je réalise que rien de tout cela ne comble le vide que je ressens. C'est comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. L'honnêteté de cette confession les surprit tous les deux. Antoine n'avait pas articulé ses pensées pour personne, pas même pour lui-même de façon aussi claire. C'était son tour. Il joua un 7 de cœur. « Il semble que j'ai aussi droit à une question, » dit-il, choisissant soigneusement ses mots. « Élise, que cherches-tu vraiment? Pas seulement dans l'art ou la carrière, mais dans la vie, dans les connexions que tu formes. » Élise regarda l'océan pendant un long moment avant de répondre. « L'authenticité, » dit-elle finalement. « Je cherche des relations et des expériences qui me permettent d'être intégralement qui je suis, sans masque ni attente. Mon temps en tant que Lise Martin m'a appris le prix de vivre pour les autres, de créer pour plaire aux critiques et aux collectionneurs. Maintenant, je cherche des connexions qui nourrissent mon essence, pas mon image. » Le jeu continua carte après carte, révélation après révélation. Antoine parla de sa passion secrète pour l'astronomie, de comment parfois il montait sur l'héliport de son immeuble juste pour observer les étoiles. Élise partagea son rêve de créer un programme d'art-thérapie pour les enfants en situation de vulnérabilité, inspiré par sa propre expérience de trouver le salut à travers l'art pendant des moments difficiles. Avec chaque vérité et désir partagé, la connexion entre eux s'approfondissait. Ce n'était pas seulement de la chimie ou de l'attraction, mais une reconnaissance mutuelle, comme s'ils avaient trouvé quelque chose rarement entrevu dans un monde d'interactions superficielles. Après presque une heure, il ne restait qu'une carte dans la main de chacun. Élise joua en premier, un as de cœur. « Une promesse, dit-elle, ses yeux fixés sur ceux d'Antoine. Je promets que, indépendamment de ce qui se passera après aujourd'hui, je préserverai le souvenir de ce matin comme quelque chose de précieux et d'authentique. Et je promets aussi que, si nos chemins se croisent à nouveau, ce sera toujours avec la même honnêteté que nous avons partagé ici. » Ces paroles touchèrent Antoine profondément. Il regarda sa dernière carte, également un as, l'as de pique. « Une coïncidence intéressante, » commenta-t-il, montrant la carte. « J'ai aussi une promesse à faire. Je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je chercherai un but au-delà du profit dans tout ce que je ferai. Et je promets que si tu me permets de faire partie de ta vie d'une façon ou d'une autre, ce sera toujours en respectant qui tu es, sans jamais essayer de te façonner ou de te contrôler comme d'autres l'ont fait dans le passé. » Un silence significatif s'établit entre eux. Le jeu était terminé, mais quelque chose de nouveau et d'indéfinissable avait commencé. « Et alors ?» demanda Antoine finalement. « Le destin a-t-il décidé en notre faveur ?» Élise sourit, ce sourire qu'il commençait déjà à adorer. « Je crois que oui, » répondit-elle, lui tendant la main. « Je veux te revoir, Antoine. » Il entrelaça ses doigts aux siens, ressentant une vague de soulagement et d'attente. « Quand ?»« Ce soir, » suggéra-t-elle. « Je dois travailler à l'événement de l'après-midi, mais je serai libre après 9 heures. Je peux venir te chercher? Je connais un endroit que tu vas adorer, je pense. » Élise acquiesça, notant son numéro sur le bloc-notes de l'hôtel. « J'attendrai ton message. » La voiture qu'Antoine avait demandée arriva, interrompant le moment. Élise récupéra son sac et se leva, mais avant qu'elle puisse s'éloigner, Antoine retint doucement son poignet. « Élise, merci. Pour tout cela. Pour l'honnêteté. Pour la connexion. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti si présent. » Elle se pencha et l'embrassa doucement sur la joue, un geste délicat qui promettait plus. « À bientôt, Antoine Delacroix. » Après le départ d'Élise, Antoine resta sur le balcon de l'hôtel pendant longtemps, observant le va-et-vient des vagues sur la plage. Quelque chose avait changé en lui au cours des dernières heures, une sensation de possibilité, d'horizon élargi. C'était comme si, à travers le jeu de cartes apparemment simple, Élise avait rallumé une flamme qu'il ne savait même pas s'être éteinte. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Thomas Dupont, son ami le plus proche et directeur financier de ses entreprises. « Où diable t'es-tu fourré ?» demanda Thomas sans détour. « Tu as disparu de la fête sans prévenir personne. Le service de presse est en panique. Et nous avons cette réunion avec les investisseurs chinois dans 3 heures. » Antoine avait complètement oublié la réunion. « Thomas, j'ai besoin que tu prennes cette réunion pour moi. »« Quoi ? Antoine, ces gars sont venus de Chine spécifiquement pour te rencontrer. »« Je ne peux pas simplement. »« Si, tu le peux, » interrompit Antoine avec une fermeté surprenante. « Tu connais le projet aussi bien que moi, peut-être mieux.
Je te fais confiance pour représenter nos intérêts. » Il y eut un moment de silence de l'autre côté de la ligne. « Antoine, tout va bien? Tu ne sembles pas être toi-même. » Un sourire se forma sur les lèvres d'Antoine. « Peut-être que je commence à me trouver, finalement, » répondit-il. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, Thomas. Quelques heures pour mettre de l'ordre dans mes idées. Ça a quelque chose à voir avec cette serveuse? Je vous ai vu parler à la fête. » La question prit Antoine par surprise. « Comment tu… » « J'ai des yeux, mon ami, » répondit Thomas avec une légère touche d'amusement. « Et je te connais depuis assez longtemps pour remarquer quand quelque chose ou quelqu'un capture vraiment ton attention. Je ne t'ai pas vu regarder quelqu'un de cette façon depuis… Eh bien, je crois que jamais. » Antoine rit, surpris par l'observation perspicace de son ami. « Elle est différente, Thomas. Réelle. Comme personne que j'ai jamais rencontrée. Bon, quelle que soit cette femme mystérieuse, elle a déjà réussi ce qu'aucun d'entre nous n'a réussi en des années, te faire renoncer à une réunion avec des investisseurs. » Thomas fit une pause un moment. « Fais juste attention, d'accord? Rappelle-toi ce qui s'est passé la dernière fois. » Antoine soupira. Thomas faisait référence à Émilie, son ex-fiancée, qui avait montré plus d'intérêt pour sa fortune que pour lui-même. « C'est différent, » assura Antoine. « Complètement différent. » Si tu le dis, Thomas ne semblait pas totalement convaincu. « Je te vois plus tard, alors. »« Oui, je serai de retour à Paris cet après-midi. »« Merci, Thomas. » Après avoir raccroché, Antoine retourna contempler l'océan. Les mots de Thomas résonnaient dans son esprit. « Fais attention. » Mais pour la première fois depuis des années, Antoine ne voulait pas être prudent. Il y avait quelque chose de libérateur à se permettre de ressentir, à s'ouvrir aux possibilités, à risquer. Son téléphone vibra avec un message. C'était Élise. « Merci pour l'une des matinées les plus inoubliables de ma vie. J'ai hâte de voir ce que la soirée nous réserve. » Et Antoine sourit, ressentant une anticipation presque juvénile. La vie, qui jusqu'à quelques heures auparavant semblait une séquence prévisible d'engagement et de négociations, s'ouvrait maintenant devant lui comme une toile vierge, pleine de possibilités inexplorées. Et il avait hâte de commencer à peindre. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'Antoine retourna à son appartement au dernier étage de la tour Montparnasse. La vue panoramique de Paris, normalement sa fierté, fut à peine remarquée tandis qu'il traversait le vaste salon en direction du dressing. Pour une raison qu'il ne pouvait pas expliquer rationnellement, il voulait impressionner Élise plus que n'importe quel investisseur ou partenaire commercial qu'il avait jamais rencontré. Après une longue douche, il choisissait entre plusieurs chemises quand il entendit le son de l'ascenseur privé arrivant à son étage. Seule une personne avait un accès direct à son penthouse sans annonce préalable. « Thomas !» appela-t-il, sortant du dressing en boutonnant encore une chemise bleu marine. Thomas Dupont traversa la pièce avec la familiarité de quelqu'un qui fréquentait cet espace depuis des années. À 39 ans, Thomas n'occupait pas seulement le poste de directeur financier des entreprises d'Antoine, mais aussi le statut non officiel de meilleur ami et conseiller. Diplômé en économie de Sciences Po, avec un MBA d'HEC, il était connu sur le marché pour son intelligence aiguisée et son regard stratégique, des qualités qui avaient été fondamentales pour la croissance de l'empire d'Antoine. « La réunion avec les Chinois s'est mieux passée que prévu », annonça Thomas, se servant un whisky sans cérémonie. « Nous avons conclu l'accord avec des termes encore plus favorables. Ils ont été impressionnés par la présentation du projet. »« Excellent », répondit Antoine, distrait, tout en choisissant une montre. Thomas haussa un sourcil, observant son ami avec curiosité. « Excellent? C'est tout? Nous parlons d'un investissement de près d'1 milliard d'euros, et tu dis excellent comme si j'avais commenté la météo. » Antoine sourit, réalisant sa propre distraction. « Désolé, Thomas, c'est évidemment une nouvelle exceptionnelle. Tu as fait un travail incroyable. » « Il ne s'agit pas de mon travail, insista Thomas, étudiant son ami avec intensité. Il s'agit de toi qui es complètement ailleurs. Je ne t'ai jamais vu comme ça, Antoine. Cette femme doit être vraiment spéciale. » Antoine finit de boutonner les poignets de sa chemise et regarda son ami. « Elle l'est, d'une manière que je ne sais même pas expliquer. C'est comme si… » Il hésita, cherchant les mots justes. « C'est comme si toute ma vie j'avais regardé le monde à travers un verre embué, et soudain quelqu'un l'avait complètement nettoyé. » Thomas hocha lentement la tête, une expression préoccupée se formant sur son visage. « Antoine, sans vouloir être le rabat-joie, mais tu as rencontré cette femme il y a moins de 24 heures. Tu ne penses pas que tu t'impliques trop rapidement ?
Probablement, admit Antoine avec un sourire désarmant. Mais pour la première fois depuis des années, je suis mon intuition plutôt que des tableurs et des analyses de risque. Thomas soupira, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Tu sais que je ne m'inquiète que pour toi, n'est-ce pas? Après ce qui s'est passé avec Émilie, Élise n'est pas Émilie, interrompit Antoine fermement. Elle n'a rien à voir avec elle. Comment peux-tu en être sûr? Tu la connais à peine. Antoine s'arrêta et regarda son ami. Parce qu'elle n'a aucune idée de qui je suis, Thomas. Pour elle, je ne suis qu'un type qu'elle a rencontré à une fête. Elle n'a montré aucun intérêt pour ma fortune, mes affaires, rien de tout ça. Elle ne sait vraiment pas qui est Antoine Delacroix, demanda Thomas sceptiquement. Eh bien, elle connaît mon nom, évidemment. Mais durant toute notre conversation, pas une seule fois elle n'a posé de questions sur mes affaires ou montré un quelconque intérêt pour ma position. En fait, Antoine sourit en se souvenant. Elle semblait plus impressionnée quand j'ai découvert que je connaissais son travail artistique. Travail artistique? Antoine hésita. Il avait promis la discrétion sur la véritable identité d'Élise. Elle est créative. Elle a du talent. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Thomas observa son ami avec un mélange d'inquiétude et de résignation. « Écoute, tu es adulte et tu sais ce que tu fais. Promets-moi juste de garder les yeux ouverts, d'accord? Je ne veux pas te voir blessé à nouveau. »« Je promets, » répondit Antoine, mettant sa main sur l'épaule de son ami. « Mais maintenant j'ai besoin de te demander une faveur. Voilà qui commence. Cet espace que nous avons acheté à Montmartre, l'ancien entrepôt industriel, celui que nous prévoyons de transformer en bureau premium, celui-là même. Nous n'avons pas encore commencé les rénovations, n'est-ce pas? Thomas plissa les yeux, méfiant. Non, la démolition intérieure est programmée pour commencer dans 2 semaines. Pourquoi? Je veux que tu mettes le projet en pause. J'ai une autre idée pour l'espace. Quelle idée? Antoine sourit, sentant un enthousiasme qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Je suis encore en train de la formuler, mais elle implique l'art, la culture, peut-être un centre pour jeunes artistes? Thomas faillit s'étouffer avec son whisky. Tu veux transformer un bien immobilier de 30 millions d'euros en centre culturel? Antoine, cet emplacement est idéal pour le marché des entreprises. Le retour sur investissement que nous avons projeté. Tout n'est pas une question de roi, Thomas, interrompit Antoine, se surprenant lui-même par cette affirmation. Parfois, il s'agit d'impact, d'héritage, de sens. Thomas posa son verre sur la table et regarda son ami. Qui es-tu et qu'as-tu fait d'Antoine Delacroix? Ils rirent tous les deux, brisant la tension. Je suis sérieux, Thomas. Donne-moi juste quelques semaines pour développer cette idée. Si elle n'a pas de sens, nous reviendrons au plan initial. Thomas soupira, résigné. D'accord, je vais appeler l'entreprise de construction et reporter le début des travaux. Il fit une pause, observant attentivement son ami. Cette femme t'a vraiment secoué, hein? Ce n'est pas seulement elle, répondit Antoine pensif. C'est comme si elle avait ouvert une porte dont j'ignorais l'existence, une perspective différente sur ce qui compte vraiment. Le téléphone d'Antoine vibra avec un message. C'était Élise, confirmant le rendez-vous pour 9 heures. Son cœur s'accéléra comme celui d'un adolescent avant son premier rendez-vous. « Je dois y aller, dit-il, prenant les clés de sa voiture. « Ne m'attends pas. » Thomas secoua la tête, mi-amusé, mi-inquiet. « Juste une dernière chose, dit-il, alors qu'Antoine était déjà à la porte. Quel est son nom complet? Juste par précaution. » Antoine hésita, ressentant une pointe d'irritation face à la méfiance de son ami. « Élise Martin, » répondit-il finalement. « Mais fais-moi confiance, Thomas. Elle est exactement ce qu'elle prétend être. »« J'espère sincèrement que oui, » répondit Thomas, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Le ciel de Paris affichait un spectacle rare d'étoiles lorsqu'Antoine gara sa Porsche devant le petit appartement dans le quartier du Marais, où Élise avait indiqué qu'elle l'attendrait. L'immeuble modeste, avec sa façade simple et sa porte d'entrée sans gardien, contrastait fortement avec les environnements luxueux qu'il fréquentait. Il envoya un message pour l'avertir de son arrivée et quelques minutes plus tard, Élise apparut. Elle portait une robe simple en coton bleu, les cheveux détachés et un minimum de maquillage. Une élégance sans prétention qui la rendait encore plus belle aux yeux d'Antoine. « Salut » dit-elle, avec un sourire timide en entrant dans la voiture. « Salut » répondit Antoine, soudainement conscient de combien il avait pensé à elle durant toute la journée. « Tu es magnifique. »
Élise rougit légèrement, un geste qu'Antoine trouva étonnamment charmant pour quelqu'un qui avait été une artiste acclamée. « Alors, où allons-nous » demanda-t-elle, ajustant sa ceinture de sécurité. « C'est une surprise » répondit Antoine, mettant la voiture en mouvement. « Mais j'espère que ça te plaira. » Ils conversèrent avec une aisance surprenante pendant le trajet. Élise raconta sa journée, l'événement où elle avait travaillé, un cocktail pour une galerie dans le Marais. Antoine l'écouta avec un intérêt sincère, fasciné par la façon dont elle observait les gens, les détails qu'elle remarquait, les histoires qu'elle devinait à travers de petits gestes et interactions. 20 minutes plus tard, Antoine se garait devant un hôtel particulier historique dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. « Où sommes-nous » demanda Élise, curieuse. « L'hôtel des Roses » répondit Antoine, sortant de la voiture pour lui ouvrir la porte. Mais pas la partie publique. L'hôtel particulier, l'un des rares exemples préservés de l'architecture du début du XXe siècle à Paris, fonctionnait comme un espace culturel pendant la journée. Le soir, cependant, le jardin arrière se transformait en un refuge privé pour un groupe sélect de connaisseurs. Antoine salua discrètement le garde positionné près d'une entrée latérale, qui les conduisit par un chemin de pierre entre des arbres centenaires jusqu'à un jardin intérieur illuminé par des centaines de petites lumières. Au centre, un petit kiosque avait été transformé en un bar intimiste, où un pianiste jouait doucement du jazz. Élise semblait sans voix, regardant autour d'elle avec des yeux émerveillés. « C'est un secret bien gardé », expliqua Antoine, la guidant vers une table isolée sous un tilleul. Quelques amateurs d'art se réunissent ici chaque semaine pour des conversations, de la musique, de la poésie. Loin des projecteurs et des réseaux sociaux. Un serveur discret apporta des verres et une bouteille de vin rouge sans qu'il soit nécessaire de commander. Élise observa l'environnement avec un intérêt croissant, remarquant que les rares personnes présentes, peut-être une douzaine, avaient une qualité particulière, une aura d'authenticité qui contrastait avec les environnements sociaux typiques de Paris. « Comment as-tu découvert cet endroit » demanda-t-elle après avoir goûté le vin. « C'est mon père qui m'y a amené pour la première fois » répondit Antoine, avec un sourire nostalgique. Il disait toujours que les véritables affaires se déroulent dans les lieux où les gens peuvent être eux-mêmes. Élise acquiesça, compréhensive. « Ton père semble avoir été un homme sage. »« Il l'était, » confirma Antoine, ressentant cette familière pointe de nostalgie. « Il a construit un empire à partir de rien, mais n'a jamais perdu la capacité de se connecter avec des personnes authentiques. Je crois que c'est cette partie de son héritage que j'ai négligée ces dernières années. » Élise toucha légèrement sa main sur la table, un geste simple de compréhension qui envoya un courant électrique dans le bras d'Antoine. « Il n'est jamais trop tard pour honorer les vraies valeurs de ceux que nous aimons, » dit-elle doucement. Il y avait quelque chose de si authentique dans son empathie qu'Antoine ressentit une émotion inattendue monter dans sa gorge. Habituellement réservé sur les sujets personnels, surtout ceux liés à son père, il se surprit à partager des histoires et des souvenirs qu'il n'avait pas revisités depuis des années. La soirée avança dans une danse de conversations profondes, entrecoupée de moments de silence confortable. Élise parla de son enfance en Normandie, où elle avait découvert sa passion pour l'art en dessinant au charbon sur les murs de la maison. Antoine raconta ses premières années à reprendre les affaires de son père, les erreurs commises, les leçons apprises. Quand le pianiste commença à jouer une version douce de The Nearness of You, Antoine tendit la main à Élise. « Danse avec moi ?» Sous le ciel étoilé de Paris, un rare moment de clarté atmosphérique dans la ville polluée, ils se déplacèrent lentement au son du piano. Le corps d'Élise s'ajustait parfaitement dans les bras d'Antoine, comme s'ils avaient dansé ensemble des centaines de fois auparavant. « Tu sais ce qui est le plus étrange » murmura-t-il contre ses cheveux. « J'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. » Élise leva le visage, ses yeux rencontrant les siens. « Je ressens la même chose, comme si nous nous retrouvions simplement après une longue séparation. » Le monde autour sembla disparaître lorsqu'Antoine se pencha et avec une délicatesse qui les surprit tous les deux, toucha les lèvres d'Élise avec les siennes. Le baiser doux au début s'approfondit graduellement, portant toutes les émotions et connexions qu'ils avaient de construites au cours des dernières 24 heures. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, Élise avait une lueur spéciale dans les yeux. « Antoine, quoi qu'elle était sur le point de dire, fut interrompue par le bruit de pas qui s'approchaient. Antoine se retourna, surpris de reconnaître la silhouette familière de Thomas marchant dans sa direction,
avec une expression indéchiffrable. « Thomas, que fais-tu ici ?» Thomas s'arrêta à quelques pas de distance, son regard alternant entre Antoine et Élise. « Désolé d'interrompre, dit-il avec une formalité inhabituelle, mais nous devons parler, Antoine. C'est important. » Il y avait quelque chose dans la posture tendue de Thomas qui mit Antoine instantanément en alerte. « Ça peut attendre jusqu'à demain ?»« Non, ça ne peut pas, » insista Thomas, puis, comme s'il venait juste de remarquer la présence d'Élise, il lui tendit la main. « Thomas Dupont. Vous devez être Élise. »« Enchantée, » répondit-elle, serrant sa main avec un sourire poli, bien que clairement déconcerté par l'interruption. « Thomas est mon directeur financier et ami de longue date, » expliqua Antoine, observant avec un malaise croissant la manière dont Thomas étudiait Élise. « Thomas, quoi que ce soit, je suis sûr que ça peut attendre. Tu dois entendre ça maintenant, » interrompit Thomas avec une fermeté inhabituelle. Puis, se tournant vers Élise, « Cela vous dérangerait de nous donner une minute ?» Élise regarda Antoine, qui acquiesça à contre-cœur. « Je vais en profiter pour découvrir le reste du jardin, » dit-elle, s'éloignant gracieusement bien qu'Antoine puisse percevoir sa tension. Dès qu'Élise fut hors de portée de voix, Antoine se tourna vers son ami avec une irritation mal contenue. « Qu'est-ce qui te prend, Thomas ? Comment savais-tu même que nous serions ici ? » « J'ai tracé ton téléphone, » répondit Thomas sans détour. « Et avant que tu ne t'énerves, c'était pour une bonne raison. Je t'écoute. » Thomas sortit son téléphone de sa poche et montra l'écran à Antoine. « J'ai passé l'après-midi à enquêter sur ta nouvelle amie, » dit-il à voix basse. « Et ce que j'ai découvert va te surprendre. » Antoine fixa l'écran du téléphone que Thomas lui tendait, ressentant un mélange de confusion et d'irritation croissante. Sur l'écran, une série d'anciennes actualités et de coupures de magazines spécialisés en art mettait en évidence le nom de Lise Martin. « Et alors ?» demanda-t-il, rendant l'appareil. « Elle m'a déjà parlé de son passé d'artiste. Ce n'est pas un secret. » Thomas parut momentanément déconcerté mais se reprit rapidement. « Elle t'a parlé du scandale à la Biennale de Paris. Du procès contre Auguste Moreau? De la disparition d'œuvres évaluées à des millions ?» Antoine fronça les sourcils, de plus en plus mal à l'aise avec l'orientation de la conversation. « Thomas, je ne sais pas où tu veux en venir, mais Élise a été sincère avec moi concernant son passé. Elle a eu des problèmes avec Auguste, oui, mais... » « Des problèmes ?» Thomas émit un rire sec. « C'est ainsi qu'elle l'a décrit. Antoine, elle l'a publiquement accusé de vol et de fraude, puis a disparu avec plusieurs œuvres qui étaient en consignation dans sa galerie, des œuvres qui appartenaient à d'importants collectionneurs. »« Ça n'a pas de sens, » protesta Antoine, bien qu'une graine de doute commençait à se former. « Pourquoi ferait-elle cela ? Peut-être pour la même raison qu'elle se rapproche de toi maintenant, » suggéra Thomas avec prudence. « Argent, influence, une porte d'entrée pour revenir dans le monde de l'art. » Antoine sentit une vague de colère monter en lui. « Tu ne la connais pas, Thomas. Tu ne sais pas de quoi tu parles ? Non, c'est toi qui ne la connais pas, » rétorqua Thomas, gardant la voix basse mais ferme. « Tu as rencontré cette femme il y a moins de 24 heures et tu es déjà prêt à changer tes plans d'affaires à cause d'elle. Ça ne te semble pas étrange ? Ça ne semble pas... calculé ?» Antoine était sur le point de répondre quand il remarqua Élise qui revenait dans leur direction. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange de détermination et de vulnérabilité qui fit serrer son cœur. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle, regardant l'un et l'autre. « Élise, » commença Antoine, choisissant soigneusement ses mots, « Thomas me racontait certaines choses sur ton passé, sur ce qui s'est passé avec Auguste Moreau et les œuvres disparues. » Un éclair de quelque chose, surprise, peur, traversa le visage d'Élise avant qu'elle ne retrouve sa composition. « Je comprends, » dit-elle calmement. « Et je suppose que maintenant tu veux entendre ma version des faits. Ce serait un bon début, » commenta Thomas, avec un ton qui frôlait le sarcasme. Élise respira profondément, comme si elle rassemblait ses forces, avant de parler. « Peux-tu nous excuser, Thomas ? Je préfère avoir cette conversation seulement avec Antoine. » Thomas regarda son ami, qui acquiesça discrètement. « Je serai au bar, » dit-il, s'éloignant à contre-cœur. « Pas très loin. » Quand ils furent seuls, Élise guida Antoine vers un banc de pierre près d'une petite fontaine. Le bruit de l'eau courante créait une bulle d'intimité au milieu du jardin. « Auguste Moreau n'était pas seulement mon galeriste, » commença-t-elle, avec une voix contrôlée qui cachait à peine l'émotion sous-jacente. « Il était mon mentor, mon protecteur et finalement mon compagnon. Du moins, c'est ainsi que je le voyais au début. » Antoine acquiesça, restant silencieux,
lui permettant de continuer à son propre rythme. Il m'a découverte dans une exposition universitaire quand j'avais à peine 19 ans. Il a dit que j'avais un talent extraordinaire, qu'il pourrait faire de moi un nom international si je lui faisais confiance. Et j'ai eu confiance, complètement. Élise sourit tristement. J'étais une fille de province, éblouie par cet homme sophistiqué qui m'ouvrait les portes d'un monde dont j'avais toujours rêvé. Je n'ai pas réalisé que chaque porte ouverte signifiait une autre fermée derrière moi, m'isolant de tout et de tous, sauf de lui. Il t'a manipulé, observa Antoine, ressentant une colère croissante envers cet homme qu'il ne connaissait même pas. Systématiquement, confirma Élise. Au début, c'était de petites choses, des suggestions sur mon travail, sur comment m'habiller, avec qui parler. Puis sont venues les exigences, le contrôle financier, l'isolement social. Quand j'ai finalement commencé à remettre en question, j'étais déjà complètement dépendante de lui, émotionnellement et financièrement. Elle fit une pause, contemplant l'eau de la fontaine avant de continuer. La goutte d'eau a été quand j'ai découvert qu'il vendait mes œuvres à des prix bien supérieurs à ceux qu'il me communiquait. Je recevais une fraction de la valeur réelle, tandis qu'il empochait la majeure partie. Et pire, il vendait des œuvres non cataloguées, des études et des travaux expérimentaux que je conservais dans l'atelier, sans mon consentement ni mon autorisation. Et les œuvres disparues dont Thomas a parlé. Élise le regarda directement. Elles n'ont jamais disparu. Auguste les vendait sur le marché parallèle, à des collectionneurs qui préféraient garder leurs acquisitions loin des yeux du fisc. Quand je l'ai confronté, sa réponse a été simple. « Tu n'as pas de preuves, et personne ne croira une artiste instable face à la parole de l'un des galeristes les plus respectés du pays. » Antoine sentit un nœud dans l'estomac. L'histoire était sordide, mais malheureusement plausible. Le monde de l'art, comme tant d'autres, n'était pas à l'abri des abus de pouvoir et de l'exploitation. « Qu'as-tu fait ?»« La seule chose que je pouvais, » répondit Élise, avec une détermination qui ne correspondait pas à son apparence fragile. « J'ai rassemblé les preuves que j'ai pu. Contrats falsifiés, dépôts suspects, témoignages d'autres artistes qui avaient subi le même sort, et j'ai tout apporté à l'Association française des galeries d'art. C'est à ce moment que le scandale a éclaté. Et Auguste? Il a tout nié, évidemment. Il a contre-attaqué en m'accusant de vol, d'instabilité mentale, d'ingratitude. La presse spécialisée a adoré le drame, la jeune artiste prometteuse contre le puissant galeriste. Mais au final, c'était sa parole contre la mienne, et il avait beaucoup plus d'influence et de ressources. C'est alors que tu as disparu. Élise acquiesça. J'avais besoin de m'éloigner. La pression était insupportable, ma crédibilité était en jeu, et j'ai commencé à douter de ma propre santé mentale après tant de gaslighting. La résidence artistique à Giverny a été mon salut. J'ai disparu pendant 1 an, coupé tous les liens, refait mon identité artistique. Quand je suis revenu, j'ai opté pour l'anonymat, pour la simplicité. J'ai repris mes études à l'université, commencé à travailler dans des événements pour payer les factures. Antoine traita tout cela en silence. L'histoire était complexe, douloureuse, et expliquait beaucoup de choses sur l'Élise qu'il avait rencontrée, sa méfiance initiale, sa valorisation de l'authenticité, son désir de rester anonyme. « Pourquoi ne m'as-tu pas raconté tout cela avant ?»« Je t'ai dit l'essentiel, » répondit-elle, avec un léger tremblement dans la voix. « Mais les détails sont douloureux, humiliants. Ce n'est pas le genre de choses qu'on partage avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer, même si cette personne semble spéciale. » Il y avait une vérité indéniable dans ses paroles. Antoine réfléchit à toutes les parties de sa propre histoire qu'il avait omises dans leur conversation. Non par malhonnêteté, mais par la réserve naturelle que nous maintenons tous jusqu'à ce que nous développions suffisamment de confiance. « Je comprends, » dit-il finalement. « Et je te crois, Élise. » Une expression de soulagement traversa son visage, suivie par quelque chose de plus profond, de plus vulnérable. « Merci, » murmura-t-elle. « Peu de gens m'ont cru. » Antoine prit ses mains entre les siennes. « J'ai encore une question, cependant. Si tu reconstruisais ta vie loin des projecteurs, pourquoi as-tu accepté de sortir avec moi? Risquer ta vie privée ?» Un doux sourire illumina le visage d'Élise. « Parce que pour la première fois depuis des années, j'ai rencontré quelqu'un qui semblait aussi perdu que moi, malgré tout ce qu'il possédait. Quelqu'un qui, malgré toute sa richesse et son pouvoir, cherchait encore quelque chose d'authentique. » Elle serra légèrement ses mains. « Et peut-être, juste peut-être, que j'étais fatigué de me cacher. » Quelque chose dans la sincérité de cette réponse
dissipa les derniers doutes d'Antoine. Il se pencha et l'embrassa doucement, un geste qui scellait une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. Quand ils se séparèrent, il remarqua Thomas les observant à distance, une expression de résignation sur son visage. Avec un geste discret, Antoine indiqua que tout allait bien, qu'il parlerait de plus tard. « Que dirais-tu » commença-t-il, reportant son attention sur Élise. « De découvrir un endroit auquel je pense, un espace qui pourrait être transformé en quelque chose de significatif pour de jeunes artistes ?» Ses yeux s'illuminèrent d'un intérêt sincère. « Maintenant ? Pourquoi pas ? La nuit est encore jeune. » 20 minutes plus tard, la Porsche d'Antoine se garait devant un imposant entrepôt industriel dans le quartier de Montmartre. Le bâtiment, une relique de l'ère industrielle parisienne, conservait sa structure originale de briques apparentes et de grandes fenêtres, malgré son état d'abandon. « Propriété de mon entreprise », expliqua Antoine, utilisant une application sur son téléphone pour désactiver le système d'alarme et déverrouiller l'entrée. « Nous l'avons acheté il y a quelques mois, avec l'intention de le convertir en bureau haut de gamme, mais ce serait un crime, » compléta Élise, regardant autour d'elle avec une admiration croissante tandis qu'ils entraient. Cet espace a une âme propre. Même dans l'éclairage précaire fourni par les lumières d'urgence, la grandeur du lieu était évidente. Plafond haut avec des poutres métalliques exposées, murs de briques qui racontaient des histoires de décennies passées, larges fenêtres qui encadrèrent la ville. 3000 mètres carrés, informa Antoine, observant Élise marcher dans l'espace, touchant les murs avec révérence, comme si elle pouvait sentir l'histoire imprégnée en eux. Le plan original était de le subdiviser en unités d'entreprise, mais après notre conversation ce matin, j'ai commencé à imaginer quelque chose de différent. Élise se tourna vers lui, une expression de compréhension apparaissant sur son visage. « Le centre pour jeunes artistes. » Antoine acquiesça, sentant un enthousiasme croissant en partageant l'idée qui se formait dans son esprit depuis le matin. « J'imagine un espace hybride, en partie galerie, en partie atelier collectif, en partie centre éducatif. Un lieu où les talents émergents pourraient être créés sans la pression commerciale immédiate, où ils pourraient recevoir le mentorat d'artistes établis, où la communauté pourrait interagir avec l'art en formation. » À mesure qu'il parlait, l'enthousiasme d'Antoine augmentait. C'était comme si une vision qui avait sommeillé en lui trouvait finalement son expression. « Nous pourrions avoir un programme de résidences artistiques, » continua-t-il, gesticulant largement. « Des bourses pour les jeunes de milieux défavorisés, des partenariats avec des écoles publiques, des expositions qui défient le modèle traditionnel des galeries commerciales. » Élise l'observait avec un mélange d'admiration et quelque chose d'autre, une émotion qu'Antoine ne pouvait pas définir complètement. « C'est une belle vision, Antoine, » dit-elle finalement, mais aussi ambitieuse et coûteuse. Tu renoncerais vraiment au retour financier que tu aurais avec les bureaux? La question était valable, pragmatique, et démontrait que, malgré son côté artistique, Élise comprenait les réalités du monde des affaires. Tout retour ne se mesure pas en argent, répondit Antoine, se surprenant lui-même par la conviction dans sa voix. Mon père disait souvent que la fortune sans but n'est qu'un chiffre sur un compte bancaire. J'ai passé des années à accumuler des richesses, à étendre l'empire qu'il a commencé, mais à un moment donné, j'ai oublié de me demander « Pourquoi ? Quel est le but de tout cela ?» Élise s'approcha, ses yeux fixés sur les siens. « Et tu penses avoir trouvé ce but ? » « Je commence à l'entrevoir, » répondit Antoine honnêtement. « Et j'aimerais que tu en fasses partie. » Un éclair de surprise traversa le visage d'Élise. « Moi ? Qui de mieux pour diriger un espace comme celui-ci qu'une personne qui comprend profondément à la fois le côté artistique et les dangers du monde commercial de l'art ?» Antoine prit ses mains dans les siennes. « Élise, je t'offre la direction créative de ce projet. Une liberté totale pour façonner cet espace selon ta vision, avec les ressources nécessaires pour la concrétiser. » Élise fit un pas en arrière, visiblement étourdie par la proposition. « Antoine, c'est... je ne sais pas quoi dire. C'est une offre incroyable, mais... Nous nous connaissons depuis à peine un jour, dit-elle avec hésitation. Et aussi spécial que cela ait été, aussi forte que soit cette connexion inexplicable entre nous, c'est trop rapide, pour nous deux. » Il y avait une sagesse indéniable dans ces paroles. Une partie d'Antoine voulait argumenter, insister, la convaincre de l'authenticité de ce qu'il ressentait, du potentiel de ce qu'ils pourraient construire ensemble. Mais une autre partie, peut-être la plus mature, reconnaissait la prudence dans sa réserve. « Tu as raison, »
concéda-t-il finalement. C'est trop rapide. Pour nous deux. Élise sourit, soulagée par sa compréhension. Cela ne signifie pas que je ne veux pas explorer cette possibilité, précisa-t-elle, seulement que nous avons besoin de temps. Pour mieux nous connaître, pour être sûr que ce n'est pas simplement l'enchantement initial de deux personnes solitaires qui ont trouvé quelque chose de spécial l'une dans l'autre. Combien de temps penses-tu que nous ayons besoin ? Demanda Antoine avec un sourire légèrement provocateur. Élise rit un son cristallin qui résonna dans l'entrepôt vide. Plus de 24 heures, c'est certain. Une semaine ? Peut-être un mois, contre-proposa-t-elle. Un mois pour nous connaître sans pression, sans grande décision ou engagement. Juste Antoine et Élise, découvrant si ce qui a commencé à cette fête est aussi spécial qu'il le semble. Un mois semblait une éternité pour Antoine, habitué à prendre des décisions d'affaires en quelques minutes. Mais il y avait une sensibilité indéniable dans la proposition d'Élise. Un mois, accepta-t-il, tendant la main comme s'il concluait un contrat. Et ensuite, Élise serra sa main, mais au lieu de la relâcher, elle l'attira plus près. Ensuite, nous revisiterons cette conversation. Et toutes les possibilités qu'elle contient. Sous la lumière diffuse qui entrait par les hautes fenêtres de l'entrepôt, avec le son distant de la ville comme bande sonore, ils scellèrent cet accord par un baiser qui contenait autant une promesse qu'une question. Ils ignoraient que, cachés dans les ombres près de l'entrée, une silhouette observait silencieusement cette scène. Thomas Dupont glissa discrètement hors de l'entrepôt, son visage un masque d'inquiétude, tandis qu'il tapait un message sur son téléphone. « Je l'ai trouvé. La situation est plus compliquée que nous l'imaginions. Nous devons parler. » Le destinataire, Auguste Moreau. Un mois passa comme un souffle. Pour Antoine et Élise, ce furent 30 jours de découverte, de conversations profondes et de moments d'intimité croissante, pas seulement physiques, mais émotionnels et intellectuels. Des dîners simples dans l'appartement d'Élise au Marais, où ils cuisinaient ensemble tout en discutant d'art et de philosophie. Des balades de fin de semaine dans la campagne française, redécouvrant de petites villes qu'Antoine visitait dans son enfance avec ses parents. Des nuits sur la terrasse de son penthouse, observant les étoiles à travers un télescope qui n'avait pas été utilisé depuis des années. À travers chacun de ces moments, il construisait non seulement une relation, mais une vision partagée de l'avenir, un avenir qui se matérialisait peu à peu dans l'ancien entrepôt de Montmartre, maintenant en pleine transformation. Ce matin-là de samedi, l'espace bourdonnait d'activité. Architectes, ingénieurs et ouvriers se déplaçaient avec détermination, convertissant ce qui était autrefois un bâtiment industriel abandonné en quelque chose d'entièrement nouveau. Élise parcourait les lieux avec une tablette dans les mains, consultant des plans et prenant des notes, s'arrêtant occasionnellement pour discuter des détails avec les responsables des différentes zones. Antoine l'observait à distance, émerveillé par le naturel avec lequel elle avait assumé le rôle de directrice créative du projet. Après la période d'un mois qu'ils avaient établie, Élise avait accepté le défi, avec une condition, une autonomie artistique totale. Antoine fournirait les ressources et la structure administrative, mais les décisions concernant le concept et la programmation de l'espace seraient les siennes. C'était une division qui fonctionnait parfaitement pour eux deux. Elle sait vraiment ce qu'elle fait, commenta une voix familière à ses côtés. Antoine se tourna pour trouver Thomas, qui observait Élise avec une expression qui mêlait admiration réticente et prudence persistante. « Je l'ai toujours su », répondit Antoine, sans cacher sa fierté. Elle avait juste besoin de la bonne opportunité. Thomas acquiesça, gardant les yeux sur l'activité de l'espace. Les investisseurs chinois ont rappelé. Ils sont intéressés à étendre le partenariat au complexe de la rive gauche. « Fixe une réunion pour la semaine prochaine », répondit Antoine distraitement, son attention toujours sur Élise. « Nous avons aussi la proposition du promoteur immobilier pour le terrain à la Défense. Nous devons donner une réponse d'ici la fin du mois. » Antoine détourna finalement son attention vers son ami. « Thomas, je sais que tu as encore des réserves sur tout ceci, » dit-il, indiquant l'espace autour d'eux. « Sur Élise, sur le projet, sur mon changement de priorité. » Thomas soupira, passant la main dans ses cheveux légèrement grisonnants aux tempes. « Ce ne sont pas des réserves, Antoine, c'est de l'inquiétude. Tu as complètement transformé ta vie en un mois seulement. Tu as réorienté des millions vers un projet culturel sans retour financier direct, délégué des responsabilités que tu n'aurais jamais partagées avant. Tu parles de créer une fondation. » Il fit une pause, choisissant ses prochains mots avec soin. « Je ne remets pas en question tes décisions.
Je m'assure simplement que ce sont vraiment tes décisions, et non pas simplement l'éblouissement d'un homme amoureux. Il y avait une sincérité dans l'inquiétude de Thomas qui empêchait Antoine de se sentir offensé. Après tout, l'ami avait été à ses côtés pendant les moments les plus difficiles, la perte de son père, la fin traumatisante de sa relation avec Émilie, les crises d'entreprise qui avaient failli détruire tout ce qu'ils avaient construit. « Je comprends ton inquiétude », répondit Antoine, plaçant sa main sur l'épaule de son ami. « Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai jamais été plus sûr de mes décisions qu'actuellement. Ce n'est pas seulement à propos d'Élise, bien qu'elle ait été le catalyseur. Il s'agit de trouver un but, un sens, d'utiliser tout ce que nous avons construit pour créer quelque chose qui transcende les bilans financiers et les rapports trimestriels. » Thomas étudia le visage de son ami pendant un long moment, comme s'il cherchait le moindre signe de doute ou de confusion. Finalement, un petit sourire se forma sur ses lèvres. « Eh bien, si c'est ainsi… » Il tendit la main remettant à Antoine un dossier de documents. « La structure juridique de la Fondation de la Croix est prête pour ton approbation. Les avocats recommandent la formation d'un conseil indépendant pour garantir la transparence et la continuité, indépendamment des circonstances personnelles futures. » Antoine ouvrit le dossier, surpris par la minutie du travail. Thomas n'avait pas seulement préparé la documentation pour la création de la Fondation, qui financerait le centre culturel et d'autres projets sociaux, mais avait également élaboré un plan stratégique sur 5 ans qui équilibrait l'investissement social avec la durabilité financière du groupe d'entreprises. « C'est impressionnant, Thomas. » L'ami haussa les épaules, un geste qui ne parvenait pas à dissimuler complètement sa fierté pour le travail accompli. « Ce n'est pas parce que je pense que tu cours que je ne vais pas m'assurer que tu cours dans la bonne direction, avec l'équipement adéquat. » Antoine rit, ressentant une vague de gratitude envers l'ami qui, malgré ses doutes, restait à ses côtés, s'adaptant à ses nouvelles priorités. « Merci, Thomas. Ça compte beaucoup. » Thomas acquiesça, son regard revenant vers Élise, qui parlait maintenant avec animation à une jeune artiste sélectionnée pour le programme inaugural de résidence. « Elle est spéciale, admit-il finalement, différente de ce que j'imaginais, et peut-être que je l'ai jugée prématurément. » L'admission, venant de quelqu'un d'aussi prudent que Thomas, était significative. Antoine savait que son ami gardait encore une certaine réserve, mais le fait qu'il soit disposé à reconsidérer son opinion initiale était un grand pas. « Elle aimerait entendre cela de toi », suggéra Antoine. Thomas fit une grimace comique. « Ne pousse pas. J'évolue à mon propre rythme. » Ils rirent tous deux et Antoine ressentit cette familière sensation de gratitude d'avoir Thomas dans sa vie, pas seulement comme un brillant directeur financier, mais comme un ami loyal qui, même en désaccord, ne l'abandonnait jamais. « Je dois retourner au bureau », annonça Thomas, consultant sa montre. « Nous avons la visioconférence avec Londres dans 1 heure. »« Tu viens ?»« Pas cette fois, » répondit Antoine. « Je te fais confiance pour représenter nos intérêts. De plus… » Son regard se tourna vers Élise, qui était maintenant sur la mezzanine, discutant de l'éclairage avec le designer responsable. « J'ai d'autres projets pour aujourd'hui. » Thomas suivit son regard et sourit, compréhensif. « Des projets importants, à ce que je vois. »« Les plus importants, » confirma Antoine, touchant discrètement le petit volume dans la poche de sa veste. Quand Thomas fut parti, Antoine respira profondément, ressentant un mélange de nervosité et de détermination. Le petit objet dans sa poche, une boîte de velours contenant une bague de saphir bleu entourée de petits diamants, représentait non seulement son amour pour Élise, mais un engagement envers la vision de vie qu'ils avaient construite ensemble au cours de ce mois extraordinaire. Perdu dans ses pensées, Antoine ne remarqua pas immédiatement la silhouette qui entrait par la porte principale de l'entrepôt. Un homme grand, d'âge moyen, cheveux grisonnants parfaitement coiffés et costume impeccablement taillé. Il y avait une aura d'autorité dans sa posture, le genre de présence qui commandait normalement l'attention immédiate. Antoine ne remarqua le nouveau venu que lorsqu'il perçut le changement soudain dans l'atmosphère du lieu. Les conversations diminuèrent et plusieurs regards se tournèrent vers l'entrée. Suivant la direction de ces regards, Antoine vit finalement l'homme, et plus important, il vit la réaction d'Élise sur la mezzanine. Elle s'était complètement figée, la tablette glissant presque de ses mains. Même à distance, Antoine pouvait voir la couleur quittant son visage, remplacée par une pâleur alarmante. En quelques secondes, Antoine était à ses côtés sur la mezzanine, son bras entourant instinctivement sa taille,
dans un geste protecteur. « Élise, qu'est-ce qui se passe ?» Elle ne répondit pas immédiatement, ses yeux fixés sur la silhouette qui marchait maintenant calmement dans l'espace, examinant les travaux en cours avec un intérêt étudié. « Auguste !» murmura-t-elle finalement, sa voix presque inaudible. Le nom suffit pour qu'Antoine comprenne la situation. Auguste Moreau. Le galeriste qui avait exploité Élise, qui avait tenté de détruire sa carrière, qui l'avait forcé à disparaître pendant une année entière. « Que fait-il ici ?» demanda Antoine, sentant une colère croissante. Élise secoua la tête encore sous le choc. « Je ne sais pas. Personne ne connaissait cet endroit, sauf... » Elle ne termina pas la phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Antoine avait déjà fait le lien. Le message sur le téléphone de Thomas la nuit où ils avaient visité l'entrepôt pour la première fois. Le destinataire qu'il n'avait pas pu voir. « Thomas », murmura-t-il, la compréhension et le sentiment de trahison se mêlant en une vague amère. En bas, Auguste leva finalement les yeux vers la mezzanine, localisant Élise. Un sourire lent et calculé se forma sur ses lèvres, tandis qu'il faisait un petit geste de reconnaissance avec la tête. « Nous devons partir d'ici », dit Élise, sa voix tremblante. « Non », répondit Antoine, avec une fermeté qui les surprit tous deux. « Nous n'allons pas fuir. C'est ton espace, Élise, ton projet, ta vision. Nous ne permettrons pas qu'il t'éloigne de cela à nouveau. » Élise le regarda, surprise par sa détermination. « Tu ne connais pas Auguste, Antoine. Il est... un homme, » interrompit Antoine doucement. « Juste un homme qui a abusé de son pouvoir et de sa position. Mais ici, dans cet espace, c'est toi qui as le pouvoir. Tu as du soutien. Tu m'as, moi. » Quelque chose dans la conviction d'Antoine sembla renforcer Élise. Elle respira profondément, redressa les épaules et acquiesça. « Tu as raison. Je ne vais pas fuir à nouveau. » Ensemble, ils descendirent les escaliers de la mezzanine, s'approchant d'Auguste qui parlait maintenant avec l'un des artistes en résidence, assumant une posture d'autorité qui ne lui appartenait pas dans cet espace. « Auguste !» appela Élise, sa voix étonnamment ferme. « Que fais-tu ici ?» Le galeriste se retourna, son sourire calculé n'atteignant pas ses yeux froids. « Élise, ou devrais-je dire Lise, tant de noms, tant d'identités. » Il fit un geste englobant avec sa main, indiquant l'espace autour. « Impressionnant ce que tu as réussi ici. J'ai toujours su que tu avais du potentiel, malgré tes instabilités. » Antoine sentit Élise se tendre à ses côtés, mais elle maintint sa contenance. « C'est un espace privé, Auguste. Tu n'as pas été invité. »« Ah, mais je l'ai été, d'une certaine façon. » Il sortit une carte de sa poche, l'exhibant comme une preuve. « Ton associé Thomas a pensé que je pourrais contribuer avec mon expérience à ce projet ambitieux. Après tout, c'est moi qui ai découvert ton talent, qui ai construit ta carrière avant que tu ne décides de disparaître. » La mention de Thomas confirma les soupçons d'Antoine et il ressentit une nouvelle vague de colère. Pas contre son ami, dont l'intention, aussi mal avisée qu'elle puisse être, était probablement de le protéger, mais contre l'homme devant lui, avec son arrogance démesurée et son historique de manipulation. « Monsieur Moreau », intervint Antoine, maintenant un ton poli mais ferme. « Je suis Antoine Delacroix, propriétaire de cet espace et fondateur du projet. Je dois corriger un malentendu. Thomas Dupont n'a pas l'autorité pour inviter qui que ce soit à ce projet sans l'approbation de sa directrice artistique, Élise Martin. » Auguste étudia Antoine avec un intérêt renouvelé, comme s'il le voyait réellement pour la première fois. Ah, le fameux Antoine Delacroix. L'entrepreneur qui a décidé de jouer au mécène. Son sourire s'élargit maintenant avec une pointe de condescendance. Admirable, vraiment, mais peut-être devriez-vous savoir en quoi ou en qui vous investissez votre argent. « Je sais exactement en qui j'investis, » répondit Antoine sans hésitation. « En une artiste extraordinaire dont vous avez tenté de détruire la carrière par pure avidité et contrôle. » Le sourire d'Auguste vacilla légèrement. « Je vois qu'elle vous a raconté sa version de l'histoire. Elle a toujours été douée pour construire des récits, tant sur la toile qu'en dehors. »« Auguste » interrompit Élise, faisant un pas en avant. « Que veux-tu? Pourquoi es-tu ici après tant de temps ?» Le galeriste regarda autour à nouveau, son regard évaluant l'espace avec un intérêt qui semblait maintenant plus calculateur qu'appréciateur. « Je suis venu proposer une offre, en fait, un partenariat entre ce charmant projet social et ma galerie. J'ai des connexions, un accès à des collectionneurs qui pourraient transformer cela en quelque chose de vraiment significatif sur la scène artistique internationale. » Élise émit un rire sec, incrédule.
Un partenariat? Après tout ce que tu as fait? Les affaires sont les affaires, ma chère, répondit-il, avec un haussement d'épaules répété. Le passé est le passé. J'offre une opportunité de légitimité pour ce projet. Sans mon soutien, je crains que ce ne soit qu'un espace alternatif éphémère de plus, sans véritable impact dans le monde de l'art. L'arrogance de ces paroles était si absolue qu'Antoine admira presque l'audace de l'homme. Presque. « Monsieur Moreau, dit-il, gardant la voix calme malgré la colère croissante, permettez-moi d'être absolument clair. Il n'y a pas de place pour vous dans ce projet. Nous n'avons pas besoin de votre légitimité, de vos connexions ou de votre soutien. Ce que nous construisons ici est fondamentalement opposé à tout ce que vous représentez dans le monde de l'art. » Auguste plissa les yeux, toute prétention de cordialité disparaissant de son visage. « Vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire, jeune homme. J'ai le pouvoir de faire ou défaire des carrières artistiques d'un seul mot. Je peux garantir qu'aucun critique sérieux, aucun collectionneur respectable, aucune institution prestigieuse ne franchira jamais les portes de cet endroit. Ce pouvoir, répondit Élise, avec un calme surprenant, vient de la peur, du silence. Des personnes qui choisissent de ne pas te confronter parce qu'elles craignent les conséquences. » Elle regarda autour, vers les jeunes artistes et professionnels qui observaient maintenant la scène avec intérêt. « Mais nous ne sommes pas seuls ici, Auguste, et nous n'avons pas peur. » Comme activée par ces paroles, une jeune artiste fit un pas en avant. « Vous avez refusé mon travail dans votre galerie l'année dernière, dit-elle, s'adressant à Auguste. Vous avez dit que j'avais du talent, mais que je devais adapter mon esthétique pour plaire à vos collectionneurs, que je devais être plus commercial. » Un autre artiste la rejoignit. « J'ai exposé dans votre galerie en 2022. Vous avez vendu toutes les œuvres, mais ne m'avez payé que pour la moitié, alléguant des frais de promotion qui n'ont jamais été documentés. » L'un après l'autre, artistes et professionnels de l'espace commencèrent à partager leurs propres expériences avec Auguste Moreau. Des histoires de manipulation, de promesses brisées, de contrats injustes. Ce qui avait commencé comme une confrontation privée entre Élise et son ex-mentor se transforma en un moment collectif de vérité et de libération. Auguste, pour la première fois, semblait véritablement mal à l'aise. Son regard alternait entre les visages autour de lui, la confiance habituelle cédant la place à une incertitude croissante. « C'est ridicule, protesta-t-il, ajustant sa cravate dans un geste nerveux. Une conspiration orchestrée. Vous n'avez aucune preuve de tout cela. »« Nous n'avons pas besoin de preuves devant un tribunal, Auguste, » répondit Élise, avec une sérénité qui émanait de sa force nouvellement découverte. « Ce n'est pas un jugement légal, c'est un moment de vérité, de reconnaissance collective de pratiques qui nuisent depuis longtemps aux artistes en début de carrière. » Antoine observait la transformation d'Élise avec une admiration croissante. La femme qui s'était figée de peur en voyant Auguste affrontait maintenant son ancien tourmenteur avec une dignité et un courage extraordinaires. « Je vous suggère de partir maintenant, » dit finalement Antoine. « Et comprenez que votre présence n'est pas bienvenue ici, ni aujourd'hui ni à l'avenir. » Auguste regarda d'Antoine à Élise, puis au cercle de visages autour de lui. Quelque chose dans sa posture changea, une reconnaissance réticente que le terrain sous ses pieds s'était transformé irréversiblement. « Vous ne savez pas ce que vous faites, » dit-il dans un dernier effort pour maintenir une apparence de contrôle. « Vous commettez une erreur colossale. » « La seule erreur, répondit Élise, a été de permettre à des personnes comme toi de définir les règles du jeu pendant si longtemps. Cela s'arrête maintenant, du moins dans cet espace. » Vaincu mais essayant encore de maintenir sa dignité, Auguste ajusta sa veste, lança un dernier regard fulminant à Élise et se dirigea vers la sortie. Le silence qui suivit son départ fut rompu par une explosion spontanée d'applaudissements. Élise semblait abasourdie, comme si elle réalisait pleinement ce qui venait de se passer. Antoine l'enveloppa dans une étreinte serrée, la sentant trembler légèrement contre sa poitrine. « Tu as été incroyable, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Nous l'avons tous été, » corrigea-t-elle, levant le visage pour le regarder. Tous ensemble. Autour d'eux, l'espace vibrait d'une énergie renouvelée. La confrontation avec Auguste, au lieu d'interrompre le travail du jour, semblait avoir insufflé au projet un objectif encore plus clair. Les artistes retournèrent à leurs activités avec un enthousiasme renouvelé, discutant avec animation de ce dont ils avaient été témoins. « Viens avec moi, dit Antoine, prenant la main d'Élise. « Il y a quelque chose que je veux te montrer. »
Il la guida à travers l'entrepôt, jusqu'à une zone qui avait été maintenue fermée pendant toute la rénovation, une petite annexe qui, dans les plans originaux, était destinée à des bureaux administratifs. « Ferme les yeux », demanda-t-il, la positionnant devant la porte. Élise obéit, un sourire curieux sur ses lèvres. Antoine ouvrit la porte et la conduisit doucement à l'intérieur de l'espace. « Tu peux regarder maintenant. » Quand Élise ouvrit les yeux, un petit soupir s'échappa de ses lèvres. L'espace avait été transformé en un atelier parfait. Abondante lumière naturelle grâce à une verrière nouvellement installée, murs peints dans un blanc neutre idéal pour évaluer les couleurs, étagères soigneusement organisées avec du matériel de peinture de haute qualité. Et au centre, un chevalet vide qui attendait. « Antoine », murmura-t-elle émue. « Ton espace », expliqua-t-il, observant avec satisfaction la surprise et la joie sur son visage, pour que Lise Martin puisse créer à nouveau, quand elle sera prête, sans pression, sans attentes externes, juste l'artiste et son art. Élise parcourut l'atelier, touchant les pinceaux, les peintures, le chevalet, comme si elle ne croyait pas complètement ce qu'elle voyait. « Comment as-tu su les dimensions exactes du chevalet, les marques spécifiques de peinture, les préférences d'éclairage ?» Antoine sourit. « J'ai eu un peu d'aide de ton ancienne assistante, Marie. Elle a gardé tout ce que tu as laissé derrière toi quand tu as disparu, en attendant que tu reviennes un jour. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Élise. « Tu l'as trouvé ?»« Comment ?»« Thomas, en fait, » admit Antoine. « Après notre conversation ce jour-là, il a changé d'approche. Au lieu d'enquêter contre toi, il a commencé à enquêter pour toi. Pour comprendre, pour aider. » La mention de Thomas amena une ombre momentanée sur le visage d'Élise. « Il a contacté Auguste. »« Avec de bonnes intentions, je crois, » répondit Antoine, bien qu'il ressente encore une pointe de déception face à l'action de son ami. « Je pense qu'il voulait entendre tous les côtés avant de former une opinion définitive. C'était une erreur, mais une qui a finalement eu un résultat positif. » « Comment ça ?»« La confrontation d'aujourd'hui. L'exposition publique de qui est vraiment Auguste. Les histoires partagées par tant d'artistes, cela ne serait jamais arrivé s'il n'était pas venu ici. » Élise réfléchit à cela un moment, avant d'acquiescer lentement. « Tu as raison. Parfois, nous devons affronter nos peurs pour vraiment les surmonter. » Elle regarda à nouveau l'atelier, une expression de détermination remplaçant l'émotion initiale. « Et je pense qu'il est temps que Lise Martin cesse de se cacher. » Antoine sourit, sentant que le moment qu'il avait prévu pour plus tard ne pouvait être plus parfait que maintenant. Le cœur battant, il sortit la petite boîte de velours de sa poche. « Élise, » commença-t-il, sa voix plus grave que la normale en raison de l'émotion. « Au cours du dernier mois, tu as transformé ma vie de manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Tu m'as montré la valeur de l'authenticité, du courage, du but au-delà du profit. » Élise observait la boîte dans sa main, ses yeux s'élargissant de compréhension. « Antoine. » Il ouvrit la boîte, révélant la bague de saphir. « Je ne te demande pas d'être ma femme aujourd'hui. Je te demande la permission de marcher à tes côtés, de construire quelque chose de significatif ensemble. Pas seulement ce centre culturel, mais une vie de but partagé. » Élise regarda de la bague au visage d'Antoine, des larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « C'est une demande de fiançailles ou une proposition d'affaires ?» plaisanta-t-elle à travers les larmes. Antoine rit, sentant ses propres yeux s'embuer. « Les deux? Aucun des deux. C'est une promesse. Que, indépendamment de ce que l'avenir réserve, je veux être à tes côtés tandis que tu redécouvres ta voie artistique, tandis que nous transformons cet espace en quelque chose de significatif, tandis que nous affrontons tous les Auguste Moreau qui apparaîtront sur notre chemin. » Élise tendit sa main gauche, tremblante. « Oui, » répondit-elle simplement. « Pour tout cela. »« Oui. » Antoine glissa la bague à son doigt, une mesure parfaite qui symbolisait combien il s'était efforcé de la connaître complètement durant ce mois extraordinaire. Quand ils s'embrassèrent, ce fut un baiser qui scellait non seulement un engagement romantique, mais un partenariat de but et de vision partagée. Dehors, le soleil de l'après-midi entrait par les larges fenêtres de l'entrepôt, illuminant l'espace qui, dans quelques mois, ouvrirait ses portes comme le centre culturel Élise Martin. Un refuge pour les artistes émergents, un lieu où l'art pourrait s'épanouir librement des pressions commerciales immédiates, un espace d'authenticité dans un monde souvent défini par les apparences. Et à l'intérieur du petit atelier, une artiste qui avait perdu sa voix commençait à la retrouver, dans les bras d'un homme qui, cherchant un sens au-delà de la richesse, avait trouvé un but qu'aucune fortune ne pourrait acheter.
Alors que le jour touchait à sa fin, le couple restait enlacé dans l'atelier, deux âmes qui s'étaient retrouvées au moment exact où elles avaient le plus besoin l'une de l'autre, lui, perdu au milieu de l'abondance matérielle, elle, essayant de se reconstruire après avoir presque tout perdu. Ensemble, ils avaient découvert une vérité simple mais profonde, que la vraie richesse ne se mesure pas en compte bancaire ou en statut social, mais dans le courage d'être authentique, dans la capacité à créer du sens et dans le privilège de trouver quelqu'un avec qui partager le voyage. Et ainsi, tandis que le soleil se couchait sur Paris, illuminant l'horizon de tons orange et rose, une nouvelle histoire commençait. Pas seulement pour Antoine et Élise, mais pour tous les jeunes artistes qui trouveraient dans l'espace qu'ils créaient une opportunité d'être véritablement vus, entendus et valorisés. Un héritage qui les transcenderait tous deux, touchant des vies qu'ils ne connaîtraient jamais personnellement. Un héritage d'authenticité, de but et d'amour. Un héritage véritablement inestimable.